Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment devenir rentier en bourse grâce aux dividendes, même si tu pars de rien. Alors quand je dis pars de rien, c'est en termes de connaissances, en termes de capitaux, il faut quand même que tu aies de l'argent à investir tous les mois ou régulièrement sur les marchés financiers. Donc si tu investis zéro, tu obtiendras zéro. On va rester logique là-dessus. Il faut quand même que tu sois en mesure d'investir un petit peu tous les mois et ce grâce aux dividendes. Le but c'est de devenir rentier grâce aux dividendes, ce qui signifie que les dividendes vont pouvoir payer ton train de vie quotidien, que tous les mois tu aies suffisamment d'argent grâce à tes dividendes pour vivre sans avoir besoin d'une autre source de revenus. Mais ça peut aussi te servir pour avoir un complément de revenus si tu souhaites tout simplement augmenter tes revenus que tu aurais mais que tu ne veux pas quitter ton travail ou que tu veux garder le revenu que tu as actuellement. Okay, ce titre peut paraître un petit peu aguicheur, mais tu vas voir comment c'est possible, quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif et que c'est possible avec bien moins d'argent que ce que tu peux imaginer. Alors au programme de cette vidéo, on va commencer par voir pourquoi aujourd'hui il est indispensable d'investir et tu ne peux pas te permettre d'avoir de l'argent qui dort à la banque ou ne pas avoir d'épargne tout simplement. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi la stratégie des dividendes et tu verras également que le dividende en soi, ça ne fait pas vraiment sens. Là où il y a un sens, c'est s'il est bien sélectionné et c'est un type particulier d'entreprise à dividende. Ce n'est pas parce qu'une entreprise va reverser un dividende que ce sera intéressant d'investir et qu'elle pourra faire de toi un rentier. Non, il y a des types bien particuliers d'entreprises à dividende. Donc le dividende, il faut le prendre avec des pincettes. Puis on finira par voir l'approche rentier boursier qui peut te permettre de faire jusqu'à 100% par an de façon totalement passive, uniquement grâce aux dividendes que tu toucheras. Alors reste bien attentif parce que je te révélerai vraiment tous les piliers sur lesquels se repose cette méthode rentier boursier. Aujourd'hui, une des raisons principales qui doit te pousser à investir ton argent, c'est que si tu le gardes à la banque sur un livret A ou sur un livret épargne, il se fait bouffer, mais littéralement bouffer par l'inflation. En temps normal, les banques centrales travaillent pour qu'il y ait au moins 2% d'inflation. C'est pas au moins, c'est l'objectif, c'est d'avoir 2% d'inflation. Ce serait une économie saine entre des guillemets. Donc quoi qu'il arrive, même si tu es dans une phase économique qui est saine, tu auras de l'inflation. Donc c'est-à-dire que ton argent ou ton pouvoir d'achat diminuera année après année. Sur ton compte en banque, tu verras toujours le même chiffre. Néanmoins, ce que tu pourras faire avec cet argent, eh bien, ce sera bien moins que ce que tu pouvais faire il y a 6 mois, 1 an, 10 ans. Et ça, je pense que tu le vois. Aujourd'hui, en zone euro, on est aux alentours de 8% d'inflation. Alors, ça baisse mois après mois en ce moment avec ce qui est mis en place par les banques centrales, mais c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que ça peut très bien remonter et on est toujours dans une phase où il y a de l'inflation. Les 2 dernières années, c'était de la très grosse inflation. Et là, maintenant, ça devient de moins en moins élevé, tout en restant élevé. L'inflation, pour avoir un exemple simple, c'est que tu vas faire tes courses, tes carottes, au lieu de les payer 1 euro le kilo, tu commences à les payer 1,10 €, 1,20 €, 1,50 €. Et sur certains petits trucs, tu ne le vois pas forcément venir, ça ne t'impacte pas trop. Mais quand tu mets ça bout à bout, ton panier de courses, au lieu de payer 50 € pour une semaine de courses, tu te retrouves à payer 60 €, 70 €, 80 €. Et ça a un énorme impact, surtout si tes revenus de leur côté, ils n'augmentent pas de façon corrélée avec l'inflation. Donc ça peut vraiment entacher ton pouvoir d'achat et sur le long terme, tu vas voir que tu peux perdre énormément d'argent et de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Prenons par exemple une personne qui est en mesure d'économiser 250 € par mois. C'est-à-dire la personne travaille bien, tu travailles très bien, tu as un salaire qui est convenable et tu arrives, tant bien que mal, à économiser environ 250 € par mois. Okay ? Et ça, pendant 30 ans, tu vas économiser ces 250 € tous les mois. Tous les mois, tu mets sur ton livret A, ton compte épargne ou sur un compte courant mais que tu ne touches pas, tu mets 250 € tous les mois. Donc si tu as 20 ans, ça veut dire jusqu'à 50 ans. Si tu as 30 ans, ça veut dire jusqu'à 60 ans. Tu as compris l'idée. Maintenant, on va prendre un taux d'inflation de 3%. C'est-à-dire qu'on a une inflation de 3% tous les ans. L'objectif des banques centrales, c'est plutôt autour de 2%. Mais comme tu sais, il y a des moments où l'inflation est énorme. On a très peu de périodes de déflation. Par contre, on a des périodes d'inflation assez grosses. Et ça, surtout sur tes produits alimentaires et les produits dont tu as besoin tous les jours. Donc quoi qu'il arrive, globalement, les prix vont augmenter année après année. Et on va prendre 3% pour avoir quelque chose d'assez conservateur, de ne pas tomber trop dans le drama et de rester sur des choses plus ou moins réalistes. Donc disons que tu as cette inflation à 3% tous les ans. Eh bien, après 30 ans, théoriquement, tu as mis 90 000 € de côté. Okay ?
Tu as mis 90 000 euros de côté, c'est ce que affiche ton compte en banque. Par contre, le problème, c'est que ces 90 000 euros, dans la vie réelle, ils en valent que 58 000. Tu as perdu 32 000 euros juste parce que tu t'es mis sur un livret A, sur un livret épargne, ou que tu n'as pas fait travailler ton argent pour toi. Donc aujourd'hui, le truc est simple, le constat est très simple. C'est soit tu investis, soit tu es sûr de perdre. Beaucoup te disent, oui, mais investir en bourse, investir c'est dangereux, tu peux perdre ton argent. Le truc, c'est que si tu investis mal, oui, tu vas perdre ton argent. Si tu n'apprends pas à investir correctement, oui, il y a des chances que tu perdes ton argent. Maintenant, si tu mets les bonnes choses en place, tu peux investir correctement. Et on va voir comment faire dans cette vidéo. Maintenant, si tu n'investis pas, tu es sûr de perdre ton argent. C'est-à-dire, dans un cas, tu fais n'importe quoi et tu perds ton argent à cause de toi, parce que tu as fait n'importe quoi, tu n'as pas pris le temps d'apprendre à investir correctement. Soit d'un autre côté, pareil, tu ne prends pas le temps d'investir correctement, tu n'apprends pas et tu fais rien, tu laisses ton argent à la banque. Et bien là, tu es sûr et certain de perdre parce que l'inflation, c'est quelque chose de sûr. Pas quelque chose que tu vas éviter. A priori, on ne va pas arrêter d'avoir de l'inflation. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est les retraites. Aujourd'hui, on parle là aux États-Unis, 35% des millionnaires, et on parle de personnes millionnaires, c'est-à-dire qui ont au moins 1 million de dollars sur leur compte, disent qu'il va falloir un miracle pour qu'elles gardent leur même train de vie lors de la retraite et pour qu'elles puissent avoir une retraite qui soit convenable. Et ces personnes sont millionnaires. Donc ça veut dire qu'elles pensent qu'il faut qu'elles soient multimillionnaires pour avoir une retraite convenable. Alors je ne te laisse pas imaginer ce que ça va donner en France, en Europe, etc. Dans la mesure où on prend la même direction et où il y a beaucoup moins de millionnaires qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, vraiment, les retraites, elles sont en danger. Et tu le vois avec les réformes des retraites où on est en train de repousser l'âge de départ à la retraite. Tu vas devoir travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps pour pouvoir avoir une retraite. Et là, pour le moment, ils repoussent l'âge de départ. Mais qu'est-ce qui te dit que plus tard, ils ne réduiront pas ce que tu toucheras à la retraite, qu'ils ne réduiront pas ça ou qu'ils le couperont pas, tout simplement. Donc, attention à ça. Et c'est un constat qui est fait sur des chiffres, dans la mesure où tu peux dire ce que tu veux, tu peux aller protester, tu peux te plaindre comme tu veux. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent. Tu peux dire, oui, mais l'argent, on peut le taxer aux super riches. Si on taxe l'argent aux super riches, c'est des milliers d'emplois qui seront supprimés en France parce que ces super riches se barreront. Ils iront mettre leur entreprise ailleurs, ils iront délocaliser tout simplement parce qu'ils veulent pas, il ne faut pas leur mettre trop de bâtons dans les roues. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas taxer, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impôts. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut le faire quand même de façon rationnelle et logique. Ça, ce graphique, ça te montre l'évolution de l'espérance de vie par rapport à l'évolution du départ à la retraite. Dans les années 50, on avait une espérance de vie autour de 70 ans et on avait un départ à la retraite autour de 68 ans. Okay, ce qui faisait qu'on n'avait pas une grande différence entre le nombre de travailleurs et le nombre de retraités. Okay, quand je dis une grande différence, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de travailleurs pour payer la retraite des personnes qui étaient retraitées. Et plus on avance, plus ce chiffre réduit, c'est-à-dire moins on a de travailleurs pour payer la retraite des retraités. Donc ça veut dire qu'on a moins d'argent qui arrive dans les caisses pour payer les retraites et on a besoin de plus d'argent pour ces retraités. Donc il y a de plus en plus de retraités. On a une population qui est vieillissante, okay, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de vieux par rapport aux jeunes, okay, et on a également une espérance de vie qui augmente. C'est-à-dire que en 1950, on vivait jusqu'à peu près 70 ans. Aujourd'hui, en 2020, on vit jusqu'à peu près 80 ans. Et pourtant, on part à la retraite bien plus tôt. On part à la retraite aux alentours de 62, 63 ans. En France, maintenant, ça va passer à 64 ans. Pourtant, eh bien, alors oui, on a produit un peu plus. Le niveau de vie a augmenté. Sauf que là, on se retrouve face à un mur. C'est-à-dire qu'on a l'argent, on l'a plus. On va plus avoir l'argent. On n'a pas assez de personnes qui travaillent pour payer les retraites des autres. Et ce ne serait pas vraiment juste que si certaines personnes travaillent beaucoup plus dur, que ce soit à elles de tout payer pour la retraite des autres. Donc c'est pour ça que l'imposition, ce n'est pas vraiment la solution. Et que pour le moment, la seule solution qui est trouvée, ça va être soit pour le moment de reculer l'âge de départ à la retraite. Et en France, on fait partie des plus jeunes à partir à la retraite. C'est-à-dire qu'on est un des pays avec le plus d'impôts et un des pays où l'âge de départ à la retraite est le plus tôt. Donc forcément, il y a un moment où ça va bloquer. Donc je ne suis pas là en train de te dire que c'est bien ou c'est mal. Je suis juste en train de faire un constat pour te dire qu'aujourd'hui, si tu ne te débrouilles pas pour avoir une retraite indépendamment du système, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes et de te retrouver dans des situations compliquées quand tu seras à la retraite, de soit devoir continuer de travailler comme beaucoup le font aux États-Unis ou dans d'autres pays où tu te retrouves à 70, 80 ans encore devoir travailler dans des supermarchés ou autres, ou alors
te retrouver à devoir vivre vraiment une vie assez misérable avec quelques centaines d'euros par mois, parce que c'est tout ce que tu auras à ta retraite. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu le prennes en main. C'est-à-dire, tu as des solutions, c'est juste que c'est à toi de les mettre en place. Ensuite, la troisième chose, c'est que investir en bourse, ça te permettra d'atteindre tes objectifs financiers. Okay, donc là, on était vraiment dans les choses plus dramatiques, disons. Maintenant, on passe sur les choses bien. C'est-à-dire, si tu économises aujourd'hui 250 euros par mois, ce qu'on va prendre globalement dans toute cette vidéo, tu vas avoir besoin de 333 ans pour devenir millionnaire. Donc si ton objectif est de devenir millionnaire et que tu te débrouilles tant bien que mal à économiser 250 euros tous les mois, il te va falloir attendre 333 ans pour devenir millionnaire. Alors même si l'espérance de vie augmente, je ne pense pas que tu vas vivre jusqu'à 333 ans, ok? Alors tant mieux si tu y arrives, mais ça fait quand même un bon paquet d'années avant de devenir millionnaire. Donc ça, c'est en guillemets le problème. Maintenant, si tu investis, tu peux diviser ce temps par 10. Tu peux littéralement diviser ce temps par 10, voire par 15, parce qu'avec l'investissement, tu peux devenir millionnaire au bout de 37 ans. Et même en moins de 37 ans, tu verras avec des exemples concrets juste après. Donc d'un côté, c'est soit tu fais juste qu'économiser, on oublie l'inflation et tout ça, et il te faut 333 ans pour devenir millionnaire. Si on rajoute l'inflation, tu as bien compris que ce sera beaucoup plus. Soit tu investis, et de ce côté, tu peux devenir millionnaire en moins de 37 ans. Ici, comment je suis arrivé à ce calcul? C'est simple. Investissement de 250 euros par mois en bourse. On prend un taux d'intérêt d'environ 10% annualisé, ce qui te donne au bout de 37 ans 1 million. Tu vas voir qu'avec certains types d'investissements, ça peut être plus rapide, avec d'autres, ça peut être un peu plus lent. Ça dépend vraiment de comment tu te débrouilles, mais la performance boursière, en règle générale, c'est 10% par an à peu près. Donc, 250 euros par mois pendant 37 ans. Avec 10% d'intérêt annuel, tu te retrouves avec 1 million sur ton compte en banque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu commences à 30 ans, à 67 ans, tu es millionnaire. Et à 67 ans, si tu es millionnaire, ta retraite est bien meilleure. Alors, bien sûr, ça veut dire que tu pars à la retraite à 67 ans. Mais globalement, ça veut dire aussi qu'aux alentours de 60 ans, tu auras déjà quand même un joli patrimoine qui soit te permettra d'aller à la retraite ou soit d'avoir une retraite déjà bien plus confortable. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, aujourd'hui, investir, c'est le seul moyen de préserver ton épargne de l'inflation. Okay, il n'y en a pas vraiment d'autres, il faut que tu investisses pour ça. C'est la meilleure solution pour te garantir une retraite indépendamment de l'État, c'est-à-dire peut-être que tu auras ta retraite de l'État, mais si elle ne suffit pas, tu as ta retraite indépendante que tu t'es créée toi-même, qui elle sera largement suffisante pour combler, voire pour être la seule qui te soit utile, et tu n'auras pas besoin de la retraite d'État, ce sera que du bonus. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte et quelque chose que tu dois comprendre. Et également, c'est une autoroute, vraiment, littéralement, c'est une autoroute pour atteindre tes objectifs financiers. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi les entreprises qui reversent des dividendes? Pourquoi les entreprises à dividendes? La première raison, c'est que c'est la meilleure performance sur le marché. C'est-à-dire c'est l'actif qui t'apporte la meilleure performance. C'est mieux que le livret A, bon, ça bat clairement l'inflation, c'est mieux que l'or, c'est mieux que les assurances vie en euros, c'est mieux que l'immobilier et c'est même mieux que les actions tout court. C'est-à-dire les actions avec dividendes ont une meilleure performance que les actions tout court. Et ce, entre 1900, ça sur cette étude, c'est entre 1988 et 2018. On peut voir qu'il y a d'autres études qui partent de 1973 jusqu'à 2021 qui disent la même chose, qui disent que les dividend grower and initiator, donc c'est les entreprises qui augmentent leurs dividendes tous les ans, ont un retour moyen de 10,68%. Et si tu prends un equal weighted S&P 500 index, donc si tu prends l'indice des S&P 500 en équipondéré, tu te retrouves avec une performance de 8,20%. Donc ça bat ça. Et les dividendes payeurs, donc ça c'est juste ceux qui payent des dividendes, pas qui les augmentent ou qui les entament, etc. On a 9,6% de rendement. Et ceux qui ne bougent pas leurs dividendes, 7,08%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans des entreprises à dividendes, ça te permet d'atteindre globalement un bon rendement. Et c'est surtout un des meilleurs rendements que tu puisses trouver sur le marché en mettant le moins de risques possible et surtout c'est globalement, entre guillemets, les entreprises les plus simples à sélectionner. Ici, je t'ai préparé des exemples d'entreprises très connues pour le dividende. Okay, c'est vraiment, quand tu parles d'entreprise à dividende, c'est ce genre d'entreprise auquel tu penses. Et c'est des entreprises qui sont, c'est des vieilles entreprises un peu ringardes, dont tout le monde, c'est pas la mode, c'est pas du Nvidia, c'est pas du Apple, c'est pas du Microsoft.
mais ça fait longtemps qu'elles sont là, ça fait longtemps qu'elles sont en place, et globalement, tu utilises de leurs produits quasiment tous les jours, ou tu vois des personnes utiliser leurs produits quasiment tous les jours. Okay, c'est vraiment des entreprises qui nous entourent, qui sont partout. Prenons par exemple Procter & Gamble. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des prédictions sur le futur, okay, donc on peut regarder uniquement ce qui s'est passé. Si tu prends Procter & Gamble, donc au début, en 1986, donc là quand je dis au début, c'est l'outil de simulation, il prend les données à partir de 1986. Okay, donc si tu prends de 1986, que tu investis 250 € tous les mois sur cette entreprise, okay, aujourd'hui en 2023, okay, donc un peu plus de 35 ans après, tu te retrouves avec 1 980 000 €. Okay, ça fait une performance annualisée à peu près de 27%. 1 980 000 € en à peu près 35-37 ans. Okay, c'est quand même une très belle performance. Maintenant, combien de temps il t'aura fallu pour devenir millionnaire? Eh bien, en 2017, tu auras été millionnaire, ce qui veut dire qu'en 31 ans, tu serais devenu millionnaire. Okay, pour 250 € investis tous les mois et tu réinvestis les dividendes, tu te retrouves millionnaire en seulement 31 ans. C'est-à-dire que si tu as commencé à investir à 30 ans, à 61 ans, tu es millionnaire. Si tu as commencé à investir à 40 ans, à 71 ans, tu es millionnaire. Si tu as commencé à investir à 20 ans, à 51 ans, tu es millionnaire. Et là, ça, c'est vraiment une entreprise basique. On va aller sur d'autres entreprises. Par exemple, Johnson & Johnson, eux, pour les mêmes conditions, tu aurais été millionnaire en 28 ans. Okay, en 28 années, tu serais devenu millionnaire. Et pour Altria, eux, c'est le summum, disons. Altria, en 24 ans, tu serais devenu millionnaire. Et aujourd'hui, juste en investissant 250 € par mois, tu aurais plus de 4 millions de dollars sur ton compte en 2023. Okay, donc c'est quand même un très bon moyen pour avoir une jolie retraite. Et là, je te parle vraiment de l'appréciation du capital, l'appréciation de ton portefeuille. Je ne te parle même pas du dividende que tu vas recevoir tous les ans. Tu vas voir après les chiffres. C'est assez aberrant et c'est vraiment, ça te montre à quel point le dividende pourra vraiment payer globalement ta vie et te rapportera probablement beaucoup plus que ton salaire ne peut te rapporter aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle j'investis dans des entreprises qui versent un dividende et qui l'augmentent tous les ans, c'est parce que c'est anti-inflation. Là, tu peux voir en rouge la courbe de la hausse de l'inflation, etc. Et en bleu, la courbe des hausses des dividendes. Et tu peux voir qu'à chaque fois, on a globalement un dividende qui est augmenté plus haut que l'inflation. C'est-à-dire que la hausse des dividendes est supérieure à l'inflation. Donc quand tu as 4% d'inflation, souvent tu as ton dividende qui est augmenté de 5 ou 6%. Donc tu te retrouves toujours avec un delta positif par rapport à l'inflation. Et ça, c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui de le combattre. C'est-à-dire au-delà de l'appréciation du capital, au-delà du cash qui rentre, tes revenus passifs, ils augmentent plus que l'inflation augmente. Alors que je ne suis pas sûr que ton salaire, même si tu fais des courbettes à ton patron, etc., il augmentera ton salaire tous les ans plus que ce que l'inflation a augmenté. Donc ça, c'est un point particulièrement intéressant et important. Ensuite, les dividendes, à l'heure actuelle, c'est un des seuls revenus qui est 100% passif. Alors quand je dis 100% passif, bien sûr, avant, il faut faire la recherche pour investir dans les actions. Mais une fois que tu as investi dans les actions, tu n'as plus rien à faire et tu touches ton revenu 100% passivement. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est Warren Buffett qui dit ça. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ce qui veut dire que si tu ne trouves pas un moyen de faire de l'argent pendant que tu dors, tu devras travailler jusqu'à ta mort. C'est pour ça que les retraites existent. C'est parce que la retraite, c'est tu fais de l'argent, peu importe ce que tu fais. C'est tu as travaillé toute ta vie pour cotiser pour ta retraite. Et une fois que tu as la retraite, eh bien, tu touches de l'argent grâce à ça. Okay, donc tu n'as plus besoin de travailler pour toucher de l'argent. Mais là, avec tes dividendes, c'est pareil. Tu investis régulièrement et tu n'as plus besoin ensuite de travailler pour toucher cet argent. Alors au début, tu ne vas pas gagner 1 000 € par mois, 2 000, 3 000, 4 000 € par mois avec les dividendes. Mais petit à petit, cette somme va augmenter tous les ans et c'est de l'argent qui est du passif. Aujourd'hui, on entend souvent parler par exemple de trading, de robots de trading forex, de robots, d'algorithmes, etc. Il faut savoir de un que le trading, c'est un métier. Tu peux gagner de l'argent avec le trading, c'est sûr, je ne vais pas te dire que tu ne peux pas. Maintenant, tu dois comprendre que c'est un métier. Okay, c'est un métier comme un autre, comme un médecin, comme un chirurgien, comme un jardinier, comme une caissière, un caissier. C'est un métier. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu passes du temps, il faut que tu passes du temps à apprendre, il faut que tu passes du temps aussi à l'appliquer, ce métier. Donc, ce n'est pas un revenu passif. C'est un bon moyen de faire travailler ton capital, mais ce n'est pas passif. Okay, les robots trading, dans l'idée, c'est passif, parce que tu mets juste ton argent sur ton robot et le robot, il fait ça. Mais aujourd'hui, la probabilité que tu perdes ton argent à cause d'un robot trading
est proche de 100%. Ok? Alors, en général, il n'y aura personne qui te vendra un robot trading ou tu ne trouveras pas sur Internet quelqu'un qui a un robot trading magnifique qui marche super bien. Tu as 99% de chances que ce soit de l'arnaque. Alors peut-être pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois, ça fonctionnera. Bon, en général, il y a toujours un moment où ça va se crasher. Et le jour où ça se crache, c'est que tu perds toutes tes économies. C'est pas tu perds les gains que tu as pu faire, c'est tu perds tout. Donc là, il faut que tu fasses attention. En général, le robot trading, c'est une fausse bonne idée. Ensuite, tu vas avoir l'immobilier. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle d'investissement, surtout en France, on pense directement à l'immobilier. Il faut acheter sa résidence principale, il faut acheter, mettre des locataires, etc. Le truc avec l'immobilier, c'est que la recherche des biens, c'est pas la même qu'en bourse. En bourse, tu ouvres ton ordi, tu le fais ça chez toi depuis ton canapé, tu analyses, fin de l'histoire. En immobilier, il faut que tu ailles voir les agents, il faut que tu fasses ces recherches sur le bon coin, que tu te crées potentiellement un réseau off-market. Tu dois faire ça. Ensuite, tu dois aller faire des visites. Si tu ne fais pas de visite, tu dois obtenir plein d'informations sur le bien. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas du tout passif. Tu dois avoir des locataires que tu vas gérer. C'est-à-dire les locataires, même si tu mets une agence de gestion, bah, tu vas devoir gérer les problèmes avec l'agence de gestion parce qu'il y a toujours des problèmes. Okay, c'est vraiment un truc où avec toutes les personnes que j'ai pu échanger qui font de l'immobilier, il y a globalement toujours des problèmes. Alors certains les gèrent plus ou moins bien, mais on n'est pas sur quelque chose de 100% passif. Ceux qui gèrent très bien, on arrive sur 90% passif à peu près. Et ceux qui gèrent moins bien, on n'est vraiment pas du tout passif. Donc là, on est vraiment, comme je dis, ce n'est pas un revenu passif. On a les rendez-vous chez le notaire, on a la négociation avec la banque, etc. On est loin vraiment du revenu 100% passif où tu es sur un transat, tu n'as pas besoin du téléphone, tu n'as besoin de rien et tu reçois ton argent. Ensuite, on va voir les cryptos. Aujourd'hui, les cryptos, on est face à un énorme risque de régulation, de bannissement. Donc, c'est quand même un actif risqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans les cryptos, quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Je dis juste que si tu veux investir dans les cryptos pour préparer ta retraite, c'est très risqué. Ensuite, il n'y a pas vraiment de revenus passifs avec les cryptos. Alors, on avait du stacking, on a encore le stacking. Mais aujourd'hui, la performance, elles sont vraiment de moins en moins efficaces. Okay, les performances en stacking, en général, elles sont bien quand on est en plein bull market, mais dès que ça va moins bien, soit les plateformes ferment les unes après les autres, tu l'as vu avec Celsius, tu l'as vu avec FTX, tu vois qu'il y a toujours des procès sur les échanges de crypto ou sur des plateformes de lending, de stacking, etc. Il y a toujours des procès, certaines qui sont supprimées parce que c'est des Ponzi. Enfin, t'as plein de merde, entre guillemets, c'est pas encore régulé correctement. Ce qui fait que tu as beaucoup d'arnaques. Et il suffit que tu mettes tes économies et toutes tes économies sur une arnaque et tu perds tout ton dur labeur. Et ça, les gens, ils n'ont pas de pitié avec ça. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. L'autre point avec les cryptos, c'est que ton seul moyen d'avoir un revenu, c'est de revendre. Et de revendre avec une plus-value. C'est pas juste de revendre, c'est de revendre avec une plus-value. C'est-à-dire que tu as acheté X crypto et que tu vas trouver un acheteur pour tes cryptos à un prix plus élevé que ce que tu as mis. Donc, ça fait quand même que c'est assez risqué, c'est un marché qui est très jeune. Espérer avoir un revenu passif grâce à ça, ça relève quand même de l'utopie, surtout si tu mets tout ton capital. Tu peux essayer avec 5-10%, pourquoi pas, de faire travailler ton argent, mais compte pas là-dessus pour te payer ta retraite ou compte pas là-dessus pour avoir vraiment un revenu passif fiable tous les mois, tous les ans, etc. La quatrième raison qui me pousse sur les dividendes, et j'en ai déjà parlé, c'est un revenu qui augmente tous les ans. Okay, là, par exemple, on a Procter & Gamble, ça fait 132 ans que l'entreprise n'a jamais baissé son dividende. Okay, donc depuis 132 ans, le dividende, il a soit augmenté, soit pas bougé. Et quoi qu'il arrive, il ne baisse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année sur l'autre où tu te gagnes moins d'argent grâce au dividende de Procter & Gamble. Et sur les 66 dernières années, c'est-à-dire ça fait 66 ans que tous les ans, ce revenu augmente. Sur les 20 dernières années, il a augmenté en moyenne de 8% par an. C'est-à-dire que durant les 20 dernières années, en moyenne, tu gagnes 8% de plus tous les ans. Est-ce que durant les 20 dernières années, on a eu une inflation qui a toujours été de 8% par an? Non. L'inflation était plutôt autour de 2%, 1%, 5%. On a eu une période à 10%, mais globalement, la période à 10%, elle a duré un an ou deux. Donc c'est largement couvert par cette augmentation de 8% qui intervient sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est également une sorte de magie qu'on a avec les dividendes. C'est qu'on a notre revenu qui, en plus d'être totalement passif, augmente année après année. Et encore une fois, cette augmentation du dividende tous les ans, elle va vraiment beaucoup jouer en ta faveur, surtout sur du long terme. Par exemple, si aujourd'hui, tu commences à investir en 1986, ok, c'est parce que, comme je te l'ai dit, on a vu l'exemple avant, eh bien, tu investis 250 € tous les mois, par exemple, dans Procter & Gamble, et que tu commences maintenant pour dans 30 ans, que tu as commencé il y a 30 ans, eh bien, tu te retrouves aujourd'hui, alors là, c'était en 2016, 30 ans plus tard, parce qu'on va prendre 30 ans plus tard, disons que tu as à peu près 30 ans, donc pour ta retraite à 60 ans, eh bien, 30 ans plus tard, tu te retrouves avec 35 000 € par an pour ta retraite. 35 000 € par an.
ça te fait un peu moins de 3 000 euros par mois. C'est à peu près 2 500, 2 800 euros par mois. C'est déjà vraiment pas mal. Alors je ne sais pas quel est ton niveau de vie. Si ton niveau de vie aujourd'hui est à 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois, tu seras en mesure d'investir plus de 250 euros par mois. Donc ça augmentera proportionnellement. Mais toi aujourd'hui qui es en mesure d'investir 250 euros par mois, eh bien tu te retrouves pour ta retraite avec un complément de revenu ou un revenu principal à 35 000 euros par an, juste en ayant investi pendant 30 ans, 250 euros par mois, plus les dividendes perçus. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est-à-dire si tu ne touches pas à ça et que tu continues de réinvestir, eh bien ça augmente année après année et tu monteras à plus de 40, 50, 60 000 euros par an. Donc c'est quand même pas un revenu qui est négligeable et c'est quelque chose d'excellent pour préparer ta retraite parce que tous les ans, ce revenu va augmenter. Ensuite, on n'a pas de risque de perte de capital. Ce que je veux dire par pas de risque de perte de capital, c'est qu'après une certaine période de détention, tes risques tombent quasiment à zéro. C'est Bloomberg qui a fait ce travail sur les entreprises du S&P 500. Et de 1871 à 2022, ils ont pris les entreprises qui étaient dans le S&P 500 et ils ont regardé combien de temps il fallait les garder pour limiter au maximum les pertes. Si tu gardes la société qu'une journée, tu as 52% de chance de gagner. Okay, c'est-à-dire si tu joues à pile ou face. Si tu les gardes pendant un an, tu as 70% de chance de gagner, 69 pour être précis. Donc, c'est un peu plus que 1 sur 2, mais c'est pas ouf. Si tu gardes 10 ans, tu montes à 88% de chance de gagner. 15 ans, 95% de chance de gagner. Et tout ce qui est au-delà de 20 ans, tu as quasiment 100% de chance de gagner. Si tu regardes le S&P 500, même si tu investis au plus haut ou quoi que ce soit, il a toujours fallu moins de 20 ans pour aller chercher les plus hauts historiques, pour revenir à ça. C'est-à-dire quand tu as investi en 2008, eh ben, tu l'as bien vu, hein, ça fait longtemps qu'on a déjà passé les plus hauts qu'il y avait eu en 2008. Pourtant, ça fait même pas encore 20 ans qu'on était là. Et pourtant, c'est si tu as investi au plus haut, juste avant le crack. Pareil pour 2000, avant la bulle Internet, qui a été un crack assez monumental. Si tu as investi en 2000, il t'aura fallu moins de 20 ans pour récupérer ta somme. Et ça, c'est si tu as investi au plus haut et que tu n'as jamais réinvesti en dollar cost averaging quand on était à des moments plus bas. C'est-à-dire, c'est si tu ne faisais pas 250 euros tous les mois. Ça, c'est si tu fais une fois d'un coup, eh bien, le temps que ça revienne, en moins de 20 ans, tu auras récupéré 100% de ta mise. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Et on te vend vraiment que c'est risqué, etc. Ce qui est risqué, c'est d'investir bêtement. Oui, si tu vas sélectionner des entreprises bidons, si tu vas sélectionner des entreprises qui ne font pas de bénéfices, qui n'ont pas, pas de croissance, qui ont d'énormes dettes, qui n'ont pas de belles marges, là oui, tu perdras potentiellement ton argent. Maintenant, si tu investis intelligemment dans des entreprises solides, et on va voir comment les trouver juste après, tu vas vraiment, tu vas pas perdre ton capital. Si en plus de ça, tu répartis ton risque, c'est-à-dire si tu n'investis pas tout ton argent sur une entreprise, mais disons que tu fais maximum 10% de ton argent par entreprise, même s'il y en a une qui fait faillite, tu auras les autres qui viendront couvrir. Donc à partir de ce moment-là, tu es largement serein. Tu peux avoir 1, 2, 3 entreprises qui font faillite, il t'en suffira d'une, 2 ou 3 qui sont des gagnantes, des super entreprises, pour largement couvrir tes pertes et te permettre d'avoir des gains. Maintenant que tu as vu tout ça, on va se concentrer sur l'approche rentier boursier qui peut te permettre de faire jusqu'à 100% par an, donc en un an, uniquement grâce aux dividendes. C'est-à-dire que tu investis, on va dire 10 000 euros et que tous les ans, tu reçois 10 000 euros de dividendes sur ton compte. Pour te montrer que c'est possible, on prend Altria. Okay, là, c'est l'exemple de Altria, le géant du tabac, de l'alcool, etc. Alors, éthiquement, tu en fais ce que tu veux, libre à toi de te dire j'investis là-dedans ou pas, c'est ton problème, ok, ça ne te concerne que toi. Maintenant, si en 2000, tu avais investi 10 000 euros dans Altria, ok, si dans les années 2000, tu as investi 10 000 euros dans Altria, aujourd'hui, en 2016, enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, hein, mais en 2016, tu toucherais 10 700 euros par an de dividendes et uniquement de dividendes. Pour 10 000 euros investis, 16 ans plus tard, tu touches 10 000 euros par an grâce aux dividendes. 23 ans plus tard, ok, donc on va prendre 22 ans de plus tard, en 2022, tu aurais touché à peu près 24 000 euros de dividendes. Donc c'est 200%. Ok? Donc ça veut dire que tu mets 10 000 euros, 22 ans plus tard, tu touches à peu près 24 000 euros par an de dividendes, c'est un peu moins de 2 000 euros par mois. Ce qui est quand même excellent. Tu ne peux pas dire que mettre 10 000 euros et toucher quasiment 2 000 euros par mois 20 ans après, ce n'est pas une belle opération et ce n'est pas quelque chose qui potentiellement change ta vie pour ta retraite et qui n'est pas bien pour préparer ta retraite. Donc ça, c'est en investissant 10 000 euros et ensuite en investissant les dividendes année après année. Okay, c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, le premier pilier des 3 piliers de la méthode rentier boursier, c'est le dividende et surtout le dividende croissant. Toi, ce que tu veux, c'est pas ce que tu as ici, là à gauche, c'est pas un dividende qui n'augmente pas ou qui a réduit. Par exemple, sur les 20 dernières années, il avait réduit de moins 4% par an en moyenne. Toi, tu veux pas ça.
Toi, tu veux pas un dividende qui baisse, tu veux pas un dividende plat non plus, tu veux un dividende en croissance. Par exemple, Procter & Gamble, par exemple Altria, par exemple Johnson & Johnson, par exemple Coca-Cola, McDonald's, etc. Tu veux un dividende qui, tous les ans, il est plus élevé. C'est-à-dire, année après année, ton dividende, tes revenus passifs augmentent tous les ans. Dans l'idéal, il faudrait que tu aies au moins 10, 15, voire 20 ans d'ancienneté du dividende, c'est-à-dire de croissance du dividende, sans que l'entreprise l'ait coupé ou sans que l'entreprise l'ait réduit ou pas augmenté. Ce serait vraiment l'idéal. Ensuite, un autre point à vérifier, c'est ce qu'on appelle le payout ratio. Le payout ratio, c'est le pourcentage des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Ok ? Donc, tu as une entreprise qui gagne 1000 euros. Ok ? On va prendre des chiffres bidons. Dans l'année, elle gagne 1000 euros. Si sur ces 1000 euros, elle reverse 500 euros sous forme de dividendes aux actionnaires, elle a un payout ratio de 50%. Parce qu'elle a pris 50% de son argent, donc 500 euros, pour le donner aux actionnaires. Si elle reverse 400 euros, 40%. Si elle reverse 900 euros, 90%. Si elle reverse 120 euros, eh bien c'est 120%. Okay ? Et ça, c'est très important. Toi, ce que tu veux, c'est des entreprises avec un payout ratio faible. En général, il faut qu'il soit inférieur à 60%. Alors, en fonction des secteurs d'activité, tu peux avoir un peu plus. Par exemple, pour les REIT, on ne va pas regarder vraiment le payout ratio, mais dans l'idée, ce sera autour de 90%. Et pour d'autres entreprises, ça peut descendre à 50%, peut être en dessous de 50 ou en dessous de 40, mais dans l'idée, globalement, on s'accorde à dire qu'à peu près, si tu es inférieur à 60%, c'est OK. Parce que ça laisse de la marge à l'entreprise, ça lui laisse 40% de ses bénéfices pour se développer, pour continuer d'aller chercher de la croissance et pour investir cet argent dans des nouvelles infrastructures, dans des nouvelles stratégies marketing, etc. Et le reste pour payer ses actionnaires. Toi, tu ne veux pas que l'entreprise elle fasse, par exemple ici, 156%. C'est-à-dire qu'elle a distribué plus que ce qu'elle a gagné à ses actionnaires. Sur du long terme, ce n'est pas viable. Sur du long terme, elle ne sera pas en mesure d'augmenter ses dividendes et elle ne sera pas en mesure d'avoir une performance convenable sur les marchés. Donc toi, tu perdras de l'argent ou tes revenus n'augmenteront pas tous les ans et ce n'est pas ce que tu veux. Donc pour ça, pour t'assurer que tes revenus continuent d'augmenter, il faut vraiment que l'entreprise ne distribue pas tous ses bénéfices et qu'elle en distribue seulement une partie et que cette partie soit inférieure à 60% de ses bénéfices. Donc vérifie bien cette métrique avant d'investir. Ensuite, on va voir les fondamentaux. C'est le deuxième pilier. Warren Buffett disait, c'est lorsque la mer se retire que l'on remarque les gens qui se baignent nus. C'est globalement pareil ici en bourse. La mer se retire, ça veut dire quand on a un krach boursier, quand on a une belle correction, eh bien en général, les entreprises qui n'ont pas de fondamentaux, quand les temps sont durs, ces entreprises se portent très mal et ces entreprises commencent à faire faillite parce qu'elles ne sont pas bien gérées et les fondamentaux ne sont pas bons. Alors que dans ces périodes-là, les entreprises qui ont de très bons fondamentaux, alors oui, quand le marché va mal, tout le monde va mal, on est d'accord. Maintenant, il y a une différence entre celui qui crève de la grippe et celui qui reste cloué au lit pendant 2 jours. Okay ? Ou celui qui a juste un rhume, ou qui a juste le nez qui coule, qui tousse un petit peu, mais qui peut continuer de travailler. Okay ? Toi, ce que tu veux, c'est ces entreprises-là qui, quand il y a une grippe, quand il y a une grosse maladie, une grosse épidémie, elles ne soient pas vraiment touchées. Donc, soit qu'elles n'aient pas de symptômes, soit qu'elle ait juste une petite faiblesse, c'est-à-dire qu'elle soit un peu moins bien, parce que quand un cycle économique est mauvais, on ne va pas se mentir, la majeure partie des entreprises performeront moins bien. Okay ? Mais le problème n'est pas là, le problème c'est qu'on ne veut pas que l'entreprise disparaisse, on ne veut pas que l'entreprise coupe ses dividendes, on ne veut pas que l'entreprise se porte très mal. Et donc c'est là où on veut en venir Warren Buffett, c'est que si tu vérifies bien les fondamentaux, eh bien, en mauvais cycle économique, ton entreprise disparaîtra pas et ton entreprise gardera, je ne vais pas dire la même performance, elle performera moins, mais au moins, elle sera en mesure de te couvrir, elle sera en mesure de continuer d'exister tout simplement et de continuer de vendre. Pour les fondamentaux, il y a 3 points vraiment essentiels à vérifier. Le premier, c'est la croissance. Il faudrait qu'il y ait des chiffres, donc chiffre d'affaires, bénéfices par action, qui soient en croissance sur les 5-10 dernières années. Alors, je ne te dis pas de croissance à 2 chiffres ou 3 chiffres, mais une croissance entre 5 et 10%, c'est très bien sur les 5-10 dernières années. Cette croissance, en fait, c'est simple. Ça permet de 1, si tu as plus de bénéfices, tu peux continuer d'augmenter tes dividendes sans forcément augmenter ton P/E ratio. Donc ça, c'est un très bon point. Et deuxième chose, si tu n'as pas plus de bénéfices tous les ans, ton cours d'action ne peut pas vraiment augmenter. C'est-à-dire que le prix de l'action, la valeur de l'entreprise, elle n'augmente pas si les chiffres n'augmentent pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que globalement, les chiffres augmentent. Le deuxième point, c'est la dette. Il ne faut pas que l'entreprise soit trop exposée à la dette. Pourquoi ? Parce que si on est trop exposé à la dette, quand la dette commence à coûter très cher, ça va venir impacter les bénéfices énormément. Et en plus, c'est un cercle vicieux.
Parce que d'un côté, tu as ta dette qui coûte cher, donc les intérêts que tu payes, eh ben, ils sont très élevés, donc tu perds beaucoup de tes bénéfices. Et en plus de ça, c'est de l'argent que tu ne peux pas utiliser pour le marketing, donc tu fais moins de bénéfices. Et encore en plus de ça, si on est dans une mauvaise phase économique, avec des taux d'intérêt très élevés et peu de croissance, eh bien tu te retrouves à faire moins de ventes. Parce que les gens consomment moins, les gens n'ont plus d'argent pour consommer. Donc tu fais moins de ventes, tu as moins d'argent à investir pour ton marketing, donc tu continues de faire moins de ventes. En plus de ça, tu dois rembourser ton prêt qui te coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que tu dégringoles petit à petit. C'est pour ça qu'il faut viser des entreprises avec un faible niveau de dette, en général moins de 70% du capital et inférieur à 4 fois les bénéfices. Inférieur à 4 fois les bénéfices, ça veut dire qu'en 4 années d'exercice, l'entreprise devrait être en mesure de rembourser à peu près sa dette. Ok ? Ça, c'est important. Ensuite, on va voir la rentabilité. La rentabilité, ça va être un petit peu ce qui va donner un avantage concurrentiel à l'entreprise. Alors, on a plein d'éléments pour l'avantage concurrentiel, mais la rentabilité, c'est un des moyens de regarder ça. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir des marges qui te laissent un espace pour manœuvrer en temps difficile. Donc, encore une fois, si d'un coup, il se met à avoir plein de concurrents sur ton marché, tu vas prendre l'entreprise A et B. Ok ? Tu as A pour plus ou moins le même produit ou service qui marge à 10%. Et tu as B pour le même produit-service qui va marger à 20%. Ok ? Donc ça veut dire qu'il y en a une, pour 100 euros récupérés, il y en a 10 euros qui vont sur son compte. Pour l'autre, pour 100 euros de chiffre d'affaires, il y a 20 euros qui vont sur son compte. L'entreprise qui a 20% de marge, si les temps vont mal, elle a une meilleure marge de manœuvre. Elle va pouvoir réduire sa marge, passer de 20 à 15% potentiellement, pour mettre un peu plus en marketing et garder ses parts de marché, continuer d'augmenter son chiffre d'affaires. Alors que l'autre, si elle fait ça, elle passe à 5%. Autre point où ça peut être intéressant, c'est si d'un coup le marché devient hyper concurrentiel, qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent, bien l'entreprise qui a des marges élevées, elle va pouvoir légèrement baisser ses marges pour empêcher les autres de revenir sur le marché, pour empêcher les autres de venir grignoter des parts de marché. Alors que l'entreprise qui a des marges déjà faibles, elle n'a pas cette marge de manœuvre, donc elle se fera bouffer sur le long terme. Ok ? Donc c'est pour ça que la rentabilité, c'est quelque chose d'important de regarder les marges. Et moi, en général, c'est la principale que je vais regarder, c'est la marge opérationnelle. Et ensuite, le troisième et dernier pilier, c'est la valeur. Encore une fois, il y a beaucoup de citations de Warren Buffett, mais bon, c'est le plus grand investisseur du monde, donc on peut que s'inspirer de son travail, qui disait « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous recevez ». Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que acheter des entreprises plus chères que ce qu'elles ne valent, sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui va rapporter beaucoup. Alors qu'investir dans des entreprises qui valent moins cher que ce qui est affiché par le prix du marché, là, tu vas aller chercher de jolies plus-values et là, surtout, tu vas te protéger si tu vas avoir sur des périodes moins favorables, sur des cycles économiques moins favorables. Alors, pour savoir si une entreprise est justement évaluée, surévaluée ou sous-évaluée, alors il y a des méthodes de calcul, elles sont un peu complexes, on ne va pas vraiment les voir dans cette vidéo, mais on va voir des choses plus simples qui sont accessibles à tous. Tu vas par exemple avoir le PER. Donc le PER, c'est le ratio des bénéfices par rapport au cours actuel, par rapport à la capitalisation boursière. En général, le PER, on veut qu'il soit inférieur à 15. Ça veut dire qu'en gros, tu veux payer moins de 15 années de bénéfices ton entreprise. Un PER inférieur à 15, alors c'est pas tout le temps, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est sous-évaluée. En général, si tu as un PER supérieur à 15, tu as de belles chances que l'entreprise soit surévaluée. Ok ? Donc on va viser des entreprises avec des PER inférieurs à 15. Ensuite, on a le PEG. Le PEG, c'est un peu comme le PER, sauf qu'on va prendre en compte la croissance potentielle sur les 5-10 prochaines années. Donc si l'entreprise va avoir une belle croissance, ça te permettra de réduire le PEG. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un PEG inférieur à 2. Alors il y a les investisseurs 100% value, eux qui se concentrent que sur du pur value, qui veulent investir avec des entreprises avec des PEG inférieurs à 1. Ok ? Nous, avec cette méthode, on veut investir dans des entreprises sous-évaluées ou justement évaluées, mais on n'est pas aussi hardcore parce que le dividende, quand il est bien ancien, quand il est bien sérieux, c'est très difficile d'arriver à un niveau de sous-évaluation aussi élevé. Okay ? Donc ce qu'on veut, c'est plutôt des entreprises avec un PEG inférieur à 2. C'est plutôt ça qu'on va aller rechercher sur le marché. Et parce que inférieur à 1, c'est largement sous-évalué. Entre 1 et 2, c'est justement évalué à peu près. Et en général, au-dessus de 2, ça commence à être surévalué. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder plutôt comme ça. Idem pour le PER. Les deux vont généralement ensemble, et c'est pas parce que ton PER va être un peu supérieur à 15 que c'est forcément éliminatoire. Mais tu dois comprendre que c'est des visions, des indicateurs qui te permettent d'avoir une meilleure, on va dire un meilleur point d'entrée sur ton entreprise et d'investir dans l'entreprise le plus sous-évalué possible.
Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle le price to book value. Lui, il faut qu'il soit le plus proche de 1, voire inférieur à 1. Le price to book value, c'est tout simplement la comparaison entre tes actifs moins tes passifs par rapport à capitalisation boursière. Donc, si tu as une capitalisation boursière à 1 milliard et que quand tu as des actifs à 2 milliards et des passifs à 1 milliard, tu fais passif moins actif, ça te fait 1 milliard, capitalisation boursière à 1 milliard, 1 sur 1, ça te fait un ratio price to book value de 1. Donc là, globalement, l'entreprise est, entre guillemets, justement évaluée. Okay. L'idée, c'est que ce ratio-là soit le plus proche de 1 possible, voire inférieur à 1. Inférieur à 1, ça veut tout simplement dire que ce que tu possèdes dans le ventre en termes d'actifs, c'est supérieur à la capitalisation boursière. Donc en gros, quand tu es actionnaire et que c'est comme ça, tu te portes suffisamment bien parce que globalement, tu devrais recevoir plus d'argent si l'entreprise est démembrée par la vente de tous les actifs grâce à ça. On est investi là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui te permet de te protéger et qui te permet d'avoir une jolie plus-value, disons, et surtout d'investir dans des entreprises à bon prix. Alors maintenant, à qui s'adresse ce type de stratégie? Okay, pour qui c'est fait? Globalement, c'est fait pour les investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risques avec leur capital. Pour les personnes qui travaillent et qui veulent s'assurer une retraite qui est indépendante du système. C'est-à-dire qui ne comptent pas uniquement sur la retraite que leur fournira l'État ou quoi que ce soit, mais qui veulent s'en constituer une de sécurité. Donc ça peut être soit une retraite élevée ou soit un revenu complémentaire qui n'est pas complémentaire mais qui est principal, ou alors juste un revenu complémentaire pour être plus à l'aise lors de leur retraite. Pour les particuliers qui peuvent investir au moins 100 € par mois. Je vais être honnête avec toi, si tu n'as que 10, 15, 20 € à investir tous les mois, va plutôt les investir pour apprendre à développer des compétences, pour apprendre à gagner plus tous les mois. Parce que si tu ne commences pas avec 100 € par mois, à mon sens, c'est pas que tu perds ton temps, hein, mais c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Tu ferais mieux d'abord de trouver un moyen de gagner plus pour ensuite commencer à investir 100 € par mois. Investir 100 € par mois, en général, c'est accessible quand tu gagnes 1000, 1500, 2000 € par mois et que tu gères bien tes finances. Okay, donc si tu n'arrives pas à avoir cet argent de côté, peut-être d'abord apprends à gérer tes finances, augmente un peu tes revenus et ensuite commence à investir. Et à partir de 100 € par mois, c'est largement atteignable et tu pourras atteindre de très jolis objectifs pour ta retraite. C'est également pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à constamment chercher la nouvelle pseudo-opportunité du moment. Si tu en as marre de toujours essayer d'être à l'affût et d'arriver trop tard, hein, parce qu'en général, quand tu as l'information caritative, tu arrives trop tard, que ce soit NFT, crypto, intelligence artificielle, hydrogène, énergie verte, etc. En général, tu arriveras toujours trop tard sur ce genre d'opportunité et tu sais, ou soit alors tu ne revendras pas au bon moment. Donc là, vraiment, c'est pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec ça et qui veulent juste investir et toucher des revenus qui augmentent tous les ans. C'est également pour ceux qui souhaitent investir dans des entreprises solides qui ont fait leurs preuves. Là, on ne va pas parler d'entreprises qui ne sont pas bénéficiaires, qui ne font pas d'argent. Toutes les entreprises dont on parle, là, c'est des entreprises qui sont solides, qui sont déjà bien en place sur le marché et qui ont des bénéfices qui augmentent tous les ans et surtout qui ont des beaux bénéfices. C'est également pour les investisseurs qui ont compris la puissance des intérêts composés et des dividendes croissants, qui ont compris que le temps joue en leur faveur et que plus ils peuvent commencer tôt, plus ils commencent tôt, plus ils gagneront gros, même s'ils investissent moins au début. Okay, quelqu'un qui aujourd'hui a un horizon d'investissement de 30-40 ans et qui commence avec 100 € par mois et qui augmente ça progressivement, gagnera probablement plus que quelqu'un qui veut investir 1000 € par mois ou 2000 € par mois, mais que pendant 10 ans. Okay, et ça, c'est très important à comprendre. Plus tu parviens à investir sur du long terme, plus gros tu gagneras. Okay, c'est pour également les retraités qui souhaitent conserver leur capital et augmenter les revenus. Parce que si aujourd'hui, toi, tu es à la retraite, et que tu as réussi à constituer un gros capital, il vaut mieux pas que tu le laisses à la banque. Parce que ton argent, t'en perds tous les ans. Alors tu vas me dire, je suis retraité, pas bien grave. Oui, mais si tu veux donner ça ensuite à tes enfants, petits-enfants, ou même si tu veux le conserver et quand même avoir un autre revenu que celui de ta retraite, c'est quand même bien de l'investir, sachant que ce genre d'entreprises sont connues pour être moins volatiles que les autres et moins subir la pression boursière vendeuse quand on a des cracks boursiers. Donc c'est important à comprendre et c'est là où tu pourras vraiment conserver ton capital, préserver de l'inflation et avoir un revenu qui est passif en plus de ta retraite ou en plus de ce que tu as actuellement. Et c'est également pour les investisseurs qui souhaitent développer des revenus passifs pour devenir libres financièrement. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a plu, si tu as des remarques particulières ou si tu as des questions, des choses que tu aimerais mieux comprendre. Dis-moi tout ça en commentaire, je prendrai le temps de te lire et de te répondre. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Si tu désires aller plus loin
Tu peux réserver un appel ce sera avec moi ou avec un membre de mon équipe, ça dépendra vraiment des disponibilités. Mais avec un de nos experts, on t'offre une consultation. Ça dure à peu près 30 minutes pour voir si ce genre de stratégie est faite pour toi et pour voir si tu veux également aller plus loin en appliquant nos méthodes sur ce genre de stratégie. Donc tu peux réserver un appel totalement offert en cliquant sur le lien qui correspond dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!